Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Business 24 Africa. Depuis avril 2018, le guichet unique automobile est secoué par un scandale de fraude massive des véhicules frauduleusement sortis sans frais de dédouanement. Depuis lors, le gouvernement a diligenté plusieurs enquêtes. 3 mois après, où en sommes-nous avec les différentes enquêtes et surtout, que faire pour éviter la récidive? Nous en parlons aujourd'hui dans notre émission Ça fait débat avec nos différents invités. Monsieur Marius Komoé, il est le président de l'Observatoire national des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Komoé. Je vous en prie, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes aussi en compagnie de monsieur Assalé Tiemoko. Il est le directeur du journal L'éléphant déchaîné. Bonsoir, monsieur Assalé. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Plaisir de vous recevoir une fois de plus sur le plateau de Ça fait débat. Nous revenons après pour la suite du débat. Nous parlons aujourd'hui de la fraude au guichet unique automobile. Et pour rappel, c'est ce canard, l'éléphant déchaîné, dont nous avons le directeur avec nous sur ce plateau, M. Assalé Tiemoko, qui avait révélé l'affaire au grand public dans sa parution numéro 596 du mardi 24 avril 2018 et c'est intitulé comme suit: Guichet unique automobile, le grand scandale. 2000 voitures de luxe sorties sans dédouanement, des milliards de pertes pour l'État de Côte d'Ivoire, des autorités, des religieux complices ou victimes. Alors, monsieur Assalé, on commence avec vous. Sans enfreindre la démarche journalistique, on voudrait bien savoir comment est-ce que vous avez mené cette enquête et surtout pourquoi avoir choisi de rendre publiques ces informations. Parce qu'une chose est de mener une enquête, une chose aussi est d'accepter et de décider de rendre publiques ces différentes informations. Merci. Je pense que la chose est très simple. L'éléphant déchaîné est un journal satirique et un journal d'investigation. En même temps, c'est aussi un journal citoyen, dont le rôle est de travailler de sorte que la gouvernance étatique soit assainie et que les ressources publiques ne soient pas dilapidées. Donc nous travaillons essentiellement sur les questions qui concernent la gouvernance et les actes qui sont posés dans le cadre de la gestion publique. Alors quand on mène des enquêtes qui sont de façon globale qui concernent le faux en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez qu'en 2014, nous avons fait une enquête sur les pièces d'identité, les cartes grises et tout ce qui était lié au document administratif, y compris même les timbres fiscaux. Et nous avons découvert qu'il y avait un grand réseau qui travaillait sur ce domaine-là et qui faisait beaucoup de tort à la Côte d'Ivoire en faisant des documents qui sont totalement faux. Alors, donc, dans le cadre de ces enquêtes-là, vous savez aussi qu'on a fait une enquête sur l'Office national d'identification par rapport aux pièces d'identité qui ne sortent pas de cette structure. Les gens font les demandes, ça fait 1 an, 2 ans sans que ce soit produit. Et dans ce cadre-là, on travaillait quand on a eu l'information sur laquelle, au guichet unique automobile, se produisaient plusieurs incidents qui étaient liés à des véhicules qui sortaient du guichet sans être dédouanés. Ça paraissait stupéfiant qu'en Côte d'Ivoire, des gens puissent faire rentrer des véhicules là, qui circulent avec des plaques d'immatriculation, mais qui ne payent pas les frais qui sont liés au dédouanement. Et donc nous avons ouvert une enquête là-dessus. On a même été jusqu'à infiltrer le guichet unique pour faire des photos des véhicules qui concernaient cette fraude-là. Et donc, on ne pourrait pas donner tous les détails des choses ici, mais quand on a eu des informations qui étaient liées au fait que le scandale se produisait au guichet unique, on n'a même pas hésité à dire qu'il fallait balancer. Alors, au départ, ça fait beaucoup de débats. Est-ce qu'il fallait le produire en une seule publication ou bien il fallait feuilletonner la chose? Et on a décidé que ça sera une sorte de feuilleton. Qu'on publie une partie, voir comment les gens vont réagir, publier une deuxième partie, voir comment ils vont réagir. Dans tous les cas, il fallait qu'on mette pression pour que les autorités réagissent. Et tel qu'on l'a fait, évidemment, ça a produit les effets qu'on escomptait. Et aujourd'hui, je pense que tous les Ivoiriens sont informés de ce que le scandale il est grand et que les enquêtes doivent aller jusqu'au bout pour que les responsabilités soient situées et que ces choses, comme vous l'avez dit, ne se reproduisent plus. Donc voilà ce que je peux vous dire, sans entrer dans tous les détails, puisque il y a d'autres publications qui vont sortir dans le cadre de cette enquête encore. Voilà. D'accord. Voilà. Nous sommes curieux de voir cela. Voilà. Alors, M. Komoé, un mot sur ce que M. Assalé vient de dire. Vous êtes au parfum de ce qui s'est passé comme bon homme d'Ivoirien après la publication, bien sûr, du premier article sur la fraude au guichet unique automobile. Votre commentaire là-dessus? Notre commentaire est tout simplement celui d'un usager des services publics, mais surtout d'un lecteur de la production journalistique. Et à la matière, il faut féliciter non seulement toute l'équipe rédactionnelle,
de l'éléphant déchaîné et avec cette équipe, son jeune directeur général, M. Assalé, ici présent, qui abattent un travail appréciable. Parce que ce que nous recherchons, nous, en tant que lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, c'est d'avoir des journalistes soucieux, naturellement, de leur responsabilité dans un État et qui mènent le travail dans la perspective, naturellement, de défendre les intérêts des usagers des services publics. Parce qu'on n'est pas journaliste pour être aux côtés d'un camp politique. On n'est pas journaliste pour jouer le jeu des hommes politiques, on est journaliste pour porter la voix des sans-voix. Et à la matière, comme il l'a si bien dit, il était question pour eux de regarder l'aspect de ce scandale lié justement au non-dédouanement de certains véhicules qui sortent du guichet unique et qui constituent, à n'en point douter, une perte colossale pour l'État en termes de devises, mais surtout un tort pour une partie d'Ivoiriens qui, ma foi, en tant que citoyen, dédouanent convenablement et correctement leurs véhicules, quand d'autres, fut-il ministre, autorité donc publique, fut-il artiste ou que sais-je encore, passaient par d'autres mailles, par d'autres procédés mis en place par on ne sait quel intérêt mesquin pour naturellement faire sortir des véhicules sans que ces derniers s'acquittent des frais liés justement à un tel processus. Et donc, un tel travail doit être, à n'en point douter, encouragé, non seulement par toute la presse ivoirienne, mais surtout par l'ensemble des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs que sont les usagers des services publics que nous représentons. D'accord. Alors, Monsieur Assalé, est-ce qu'on peut revenir aux origines même du guichet unique automobile? Quels sont les opérateurs sur cette plateforme après les enquêtes que vous avez menées? Quels sont les opérateurs qui travaillent sur cette plateforme? Alors, il faut dire que le guichet unique est un service concédé depuis 1998 sous le président Henri Konan Bédié. Et cette concession court sur 30 ans. Et donc, l'idée était très belle. C'était de regrouper en un endroit précis tous les services qui interviennent dans le douanement des voitures jusqu'à leur immatriculation, jusqu'à leur structure. Donc, la Côte d'Ivoire a obtenu le marché et avait pour responsabilité de veiller à sécuriser les recettes de l'État. Alors, sur la plateforme, il y a beaucoup d'entreprises. Il y a le ministère du Transport qui est représenté avec ses agents, il y a le ministère du Commerce qui est représenté. Vous avez aussi le ministère du Budget avec le Trésor qui est représenté, même si c'est le ministère de l'Économie. Vous avez des entreprises privées comme Tipous qui est arrivé récemment. Vous avez DGE qui est là-bas aussi. Et plusieurs structures sont regroupées sur cette plateforme-là. Et leur rôle, c'est d'intervenir, c'est comme une chaîne d'intervention. À chaque niveau correspond une entreprise qui intervient. Et donc, Côte d'Ivoire logistique, au bout de la chaîne, vérifie que les frais de l'État ont été entièrement apurés avant que le véhicule ne sorte du guichet unique. Voilà comment cette plateforme fonctionne. Donc, toutes les entreprises, l'État de Côte d'Ivoire a regroupé ces entreprises-là, ces plateformes pour sécuriser ces recettes et qu'il n'y ait pas de fuite par rapport aux recettes. Voilà comment ils ont conçu l'idée du guichet unique automobile. Alors, vous l'avez dit, même si au départ, l'idée, c'était une très bonne idée, aujourd'hui, elle a montré ses limites. Alors, comment vous pouvez expliquer cette fraude-là? À la réalité, non, à la réalité, elle a montré ses limites par la volonté de personnes dont l'intérêt n'est pas celui donc de la protection de l'intérêt général, au risque de me répéter, parce que le système tel que mis en place par Côte d'Ivoire Logistique, qui en a fait la proposition de regrouper tous les acteurs étatiques qui justement, ou même du secteur privé qui agissent dans le secteur du guichet unique sur une même plateforme en vue naturellement, comme l'a-t-il dit, sécuriser les recettes de l'État. L'idée était géniale. D'ailleurs, ça donnait des résultats meilleurs, ça donnait des résultats véritablement escomptés. Mais là où l'homme travaille, eh bien, l'homme crée toujours des soucis à son espace de travail. L'homme est donc celui-là même qui a été, à travers les services de l'administration publique, des services de douane, ceux du ministère du Commerce, du ministère des Transports, du ministère de l'Économie et des Finances, et puis d'autres acteurs du secteur privé qui ont eu des agréments et qui fonctionnent donc sur cette plateforme, ont préféré mettre en lieu et place du système qui aurait pu sécuriser les recettes de l'État, eh bien, un autre système parallèle, qui est un système naturellement lié à un vaste mouvement d'escroquerie, un vaste mouvement de corruption, et c'est ce système-là, naturellement, qui est venu mettre en mal l'initiative de cet opérateur économique qui avait proposé à l'État, ce qui lui a valu d'ailleurs d'obtenir l'agrément, d'obtenir le marché, de constituer justement cette plateforme. Je veux parler de Côte d'Ivoire Logistique. Donc aujourd'hui,
où les faits sont avérés que, puisque nous disons les faits sont avérés, étant entendu que beaucoup de personnalités ont été mises aux arrêts, et à partir du moment où il y a eu arrestation, cela veut dire que les faits sont avérés pour nous. Beaucoup de personnes ou personnalités, est-ce que vous avez des... Quand on parle de l'arrestation de la directrice générale de Côte d'Ivoire Logistique, c'est une personnalité. Quand on parle par exemple de l'officier supérieur des douanes qui avait en charge les services de douane sur la plateforme, c'est une personnalité. Quand on parle du DG du guichet unique, c'est une personnalité. Quand on parle justement des responsables des services du ministère du Commerce et des transports qui ont été aussi arrêtés, tous ces gens sont des personnalités. Donc, parce que, croyez-moi, on n'est pas DG d'une structure étatique qui veut. Et d'ailleurs, vous êtes nommé à la suite d'un décret du président de la République. Tout à fait. Alors, plusieurs chiffres sont avancés. Il y a l'éléphant déchaîné dans sa parution, sa première parution qui a parlé de plus de 2000 véhicules sortis sans frais de dédouanement. Lors d'une conférence de presse que vous avez animée, selon vos enquêtes, vous avancez le chiffre de 20 000 véhicules. Le DG de la douane, le directeur général de la douane, Pierre Alphonse, avance un chiffre de plus de 1000 véhicules, sans trop grande précision. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, au guichet unique automobile? Alors, la question aurait peut-être pu être posée à mon ami Assalé, mais croyez-moi, nous pourrons vous dire tout de suite que les chiffres qui sont avancés, surtout par les services de l'administration publique, tendent justement à les dédouaner. Mais M. Assalé, avec son magazine, c'est un magazine, c'est un quotidien. Un hebdomadaire. Et son hebdomadaire vous ont donné un chiffre qui cadre avec leurs enquêtes. Parce que les chiffres qu'ils ont donnés sont des chiffres qui correspondent à des numéros d'immatriculation d'un certain nombre de véhicules. Ils ont même été plus loin en diffusant, voyez-vous, la liste de ces véhicules. Mais le système de parallèle de corruption mise en place par l'administration publique, sinon par les services de l'administration publique opérant sur la plateforme, atteste bel et bien que l'opération a lieu depuis belle lurette et non pas avant-hier. Donc vos enquêtes remontent depuis un peu très longtemps. Depuis très longtemps, 2 ans un peu plus après la mise en place de Côte d'Ivoire Logistique. C'est ça. Il faut remonter, il y a juste dessus pour dire que la douane a ciblé une période qui part du 1er janvier 2016 au 31 mars 2018. Or, nous nous sommes remontés jusqu'en 2009. Absolument. Voilà. En 2009, quand vous remontez jusqu'en 2009, vous avez l'étendue de la catastrophe. De la catastrophe, c'est ça. Et les voitures de 2000, c'est les voitures neuves, et de luxe. Ce n'est pas les voitures de petit calibre, non, c'est des grosses cylindrées. Et là, mais au niveau des voitures usagées, qu'on appelle les voitures d'occasion, là, on a une liste de 10 000 voitures qui sont sorties dans la période ciblée par la douane. Quand vous remontez plus loin, on est déjà à 20 000 voitures qui sont concernées. Donc l'ampleur de la fraude est totalement inimaginable. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Surtout qu'en 2005, ce même système avait été mis en place, mais de façon embryonnaire, et démantelé par le DG de la douane, qui est Niamien Kona, qui est devenu plus tard ministre. Et donc, il avait démantelé ce système. Mais ça a été réinstallé avec les mêmes acteurs. Tout à fait. Par d'autres ministres qui sont arrivés. Et donc, tout ça a profité d'un environnement d'impunité totale, à amplifier la fraude, à commettre les gens qui pouvaient tout se permettre. Et donc, les conséquences sont sous nos yeux. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec les différentes enquêtes, puisque les failles ont été mises au goût du jour? Bon, vous savez, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler quand on parle d'enquête. Vous avez vu la polémique que la douane a voulu se lever en disant que c'est pas l'éléphant qui a révélé le scandale et que c'est la douane. La douane n'a rien révélé du tout. Non, du tout. Ils n'ont rien révélé du tout. Le premier dossier est paru, comme vous l'avez dit, le 25 avril. La douane a fait sa conférence de presse que 3 jours plus tard, où le DG a reconnu effectivement qu'ils ils avouaient que les faits étaient établis, mais qu'eux avaient porté plainte contre 3 personnes. Le DG du guichet unique, tout à fait, et puis 2 agents de Côte d'Ivoire Logistique. 3 personnes. Ils n'ont même pas impliqué leur propre service dans le scandale. C'est quand la deuxième parution arrive que le juge, ils ont saisi pour poursuivre 3 personnes, se rend compte que l'affaire est plus étendue que la douane l'a voulu le révéler, et qui vont chercher maintenant les agents de la douane qui sont au cœur du guichet unique et qui étaient le pivot de toute la corruption. C'est bien cela. La douane est au début, bien sûr, et à la fin du processus. Et c'est ce qui n'est pas très souvent révélé. La douane n'est pas la seule structure au guichet unique automobile. Non, attention. Le scandale se passe sous les dédouanements. Tout à fait. Le scandale, c'est sous les dédouanements des véhicules. Bien sûr. Il n'y a pas eu dédouanement. Non, du tout. Comment un véhicule peut sortir du guichet unique automobile sans qu'il ait payé les frais
correspondant au dédouanement. Et qui donne les documents qui attestent que les frais ont été apurés. Ça n'empêche pas aussi de mettre en relief la responsabilité des autres structures sur bien la plateforme. C'est un enchaînement de responsabilités. Mais si on devait quantifier les responsabilités, la douane est au cœur. Bien entendu. C'est eux qui ont l'obligation de faire en sorte qu'aucun véhicule ne sorte du guichet unique sans qu'il ait payé les frais de la douane. Comment 2000 voitures de luxe peuvent sortir du guichet unique sans qu'ils aient payé les frais de la douane, alors qu'ils ont tous les documents liés au dédouanement? Qui délivre ça? C'est la douane. La question reste. Vous avez bien entendu. Allez-y. Qui est-ce qui délivre les documents qui attestent que ces véhicules ont apuré les frais étatiques liés justement à un tel processus, à un tel dédouanement? C'est bien les services de douane. Et c'est au regard des documents délivrés par les services de douane que ceux du ministère du Commerce légifèrent, que ceux du ministère des Transports légifèrent. Si vous n'avez pas apuré les frais qui vous sont imposés par les services de douane en termes de dédouanement de votre véhicule, vous ne pouvez même pas encore vous présenter devant les services du ministère du Commerce. C'est une chaîne de corruption, c'est une chaîne de complicité. Tout à fait. Les véhicules qui sont concernés par cette fraude n'avaient pas de dossier physique. C'est dans le système informatique du guichet unique que les gens conduisaient le dossier jusqu'à l'immatriculation. Et tous ces véhicules-là, vous verrez qu'ils n'ont pas de documents physiques. C'est pour ça que quand on a fait l'enquête, on allait jusqu'à impliquer la Côte d'Ivoire, Tipux, parce que c'est eux qui produisent les cartes grises. Et ils ont la responsabilité de créer une base de données numérique de tous les documents qui servent à les douaner. De sorte que quand on prend une telle véhicule, on dit qu'est-ce qui vous a permis de faire la carte grise? Ils nous sortent tous les documents. Absolument. Mais quand vous allez à Tipux, ces véhicules-là n'ont pas de dossier physique. Non. C'est une chaîne de complicité absolument stupéfiante. Or, le rôle de Côte d'Ivoire Logistique à la matière, c'est de conduire les documents physiques. C'est ça. C'est-à-dire prendre le document physique des services de douane, les conduire au ministère du Commerce, au ministère des Transports, et ainsi de suite, jusqu'à qu'ils puissent pour la sortie de la carte grise, ainsi que la pose de la plaque par DGE. Mais le vrai problème, s'il n'y a pas de document physique qui accompagne un tel processus, comment Côte d'Ivoire Logistique peut savoir qu'il y a du fonctionnement? Comment les services de l'administration publique présents arrivent quand même à donner d'autres documents? Pourquoi le ministère du Commerce délivre des documents qui attestent que l'usager a respecté les règles établies en la matière en termes de dédouanement de son véhicule? Là est la vraie question. En réalité, comme nous l'avons toujours souligné, les services de douane sont les premiers impliqués et c'est les mêmes services de douane qui induisent en erreur l'ensemble du système. En tout cas, malheureusement, que la douane ait refusé de venir sur ce plateau. Alors, une curiosité tout de même, on revient au point précédent que vous avez évoqué tout à l'heure. Depuis l'éclatement de l'affaire, toutes les structures citées dans cette question de fraude massive au guichet unique automobile se ferment aux différents médias, y compris le nôtre, sur lequel nous avons invité ici certaines structures comme la douane, comme le ministère des Transports. Ils se sont renfermés dans une sorte de mutisme. Est-ce que vous comprenez cela? Comment vous expliquez cela? Oui, mais à leur place, je ne pense pas que je ferais autre chose. Je ferais autre chose. Hein, voilà, à leur place, je ne pense pas que... Pourtant, sur d'autres cieux, en de telles situations, dans de tels cas, les gens sont plus ouverts à la communication pour édifier la population. Et c'est là qu'il faut s'interroger. Vous savez, il y a le directeur du guichet unique qui est en détention préventive. Il y a le responsable du service informatique de Côte d'Ivoire ici qui tient en prison. Son adjoint avait fui, c'était un Diabagaté. Et donc, c'est une chaîne de complicité, comme je l'ai dit. Tous les services là-bas avaient profité de la fraude pour se faire de l'argent. Maintenant, on dit qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Et c'est là que ça va être intéressant parce qu'on va voir à quel niveau notre justice est indépendante. Vous dites que vous appelez le ministère du Commerce, le ministère du Transport, il refuse de s'exprimer. Vous appelez le ministère, la douane, il refuse de s'exprimer. Mais ça devait nous interpeller. La preuve, le directeur de la douane vient de faire un communiqué. Tout à fait. Qui, j'allais dire, informe les usagers de ce qu'à partir du 1er juillet 2018, ils vont mettre en place leur batterie. Oui, nous allons en venir au cours de l'émission. Pour sanctionner. Tout à fait. Mais avant qu'on arrive là, il y a tout un processus. Il faut constituer les responsabilités, tout simplement. Il faut constituer les responsabilités. Il y avait un premier juge d'instruction qui avait été saisi de l'affaire, qui a été dessaisi. Oui, tout à fait. On ne sait pourquoi. On a confié le dossier à un autre juge d'instruction. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas à quel niveau on en est
au niveau de l'enquête. Non, on peut dire même que l'enquête est bloquée. Alors, un mot sur ce mutisme-là des différentes structures c'est un mutisme, comme il a dit, sans forcément employer le mot, mais c'est un mutisme coupable. Vous l'avez dit, ailleurs, sous d'autres cieux, pour ne pas dire, les gens ont tendance à venir s'expliquer. Tout à fait. Dans nos États, et surtout dans ces pays pauvres, très endettés comme les nôtres, où les uns et les autres ont besoin de montrer patte blanche quant à la gestion de la chose publique dans les règles de l'art, eh bien, ils s'obstinent à ne pas répondre aux besoins d'information des populations. C'est en cela que le rôle de la presse est d'une importance capitale. Et c'est en cela le travail abattu par l'éléphant déchaîné nous est d'une utilité nulle autre pareille. C'est le lieu pour nous d'inviter la plupart de nos amis qui sont dans les médias à en faire autant, à suivre les exemples de l'éléphant déchaîné, à mener des enquêtes, des investigations en termes de bonne gouvernance, en termes de gestion de la chose publique, dans les règles de l'art, dans l'intérêt général. Parce que dans ce pays, nous avons laissé trop faire. Alors, nous disons une seule chose. Monsieur le directeur général des douanes, en lieu et place de menacer, nous, l'ensemble des usagers des services publics, sous prétexte de vouloir nous traquer, dans le but de vouloir nous traquer, doit savoir raison garder. Parce que, croyez-moi, je l'ai dit au cours de ce point de presse que j'avais animé, ce pays appartient d'abord à des usagers. Les usagers se sont donné les moyens d'élire leurs gouvernants. Sans usagers, il n'y a point de gouvernants. Les usagers sont les électeurs. C'est les mêmes qu'on appelle les consommateurs. Tout citoyen, qu'il soit du nord, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, quelle que soit son obédience politique, quelle que soit son obédience religieuse, il est un consommateur ou une consommatrice. À ce titre, il a droit à une certaine forme d'information face à des scandales d'une telle envergure. Cela veut dire que même sur les médias d'État, qui sont nos médias proprement dit, mais les uns et les autres devraient organiser des émissions de débat permettant aux Ivoiriens de comprendre ce qui s'est passé au guichet unique. Et en cela, les responsables de l'administration publique, qu'ils soient des douanes, qu'ils soient du ministère du Commerce, des Transports et de Kipus, et j'en passe, y compris Côte d'Ivoire Logistique, devraient pouvoir venir s'expliquer aisément, chacun en ce qui le concerne, son rôle et ce pourquoi ce scandale est passé sous leurs yeux sans qu'on en sache quoi que ce soit. Voilà. C'est important que les gens s'expliquent et c'est important de nous attester de l'honorabilité et du sérieux du travail abattu que de nous faire des points de presse et de menacer les usagers. Mais nous disons une seule chose. Nous restons fermes sur notre position. L'heure n'est pas encore arrivée, mais nous disons à monsieur le directeur général des douanes, sans être voyez-vous, sans être opposés à l'administration publique, mais nous resterons fermes quant à notre volonté d'amener nos populations, d'amener les usagers à refuser de se faire naturellement traquer par les services de douane qui sont ici incriminés dans une affaire pour laquelle elles ne se sont pas encore acquittées d'un devoir d'information et de véracité sur les faits afin de tranquilliser et de rassurer les populations. Une menace ou un ultimatum? Ah non, nous ne lançons pas de menaces. On ne lance jamais de menaces à l'État. On ne fait pas, si vous voulez, de bras de fer avec l'État, mais nous sommes des tribunes d'opposition à l'État face à des décisions que nous jugeons impopulaires. Et dans le cas d'espèce, nous disons non au service des douanes, nous disons non à la direction générale des douanes, nous demandons plutôt à monsieur le directeur général des douanes de réfléchir sur une meilleure manière de nous faire des propositions faites aux populations, propositions faites aux acteurs du monde des transports, propositions faites à l'ensemble des partenaires du système pour que justement chacun s'accorde sur ce que nous appelons le minimum avant naturellement de parler des tracts. Mais là encore, moi mon véhicule est déjà dans ma maison, je dispose de documents administratifs légaux. Je ne peux accepter d'être traqué. Traqué, le mot veut dire être poursuivi. Comme si nous étions des bandits de grand chemin. Mais les vrais bandits sont les services de douane qui ont préféré prendre de l'argent
en dessous de table, en lieu et place d'exécuter les tâches. Les vrais bandits, c'est les agents du ministère du Commerce qui sont sur la plateforme. Les vrais bandits, c'est les agents du ministère des Transports et de d'autres acteurs qui sont naturellement autorisés à opérer sur la plateforme de Côte d'Ivoire Logistique. En tout cas, le 1er juillet, c'est-à-dire le dimanche prochain, une traque sera lancée contre tous les véhicules ayant acquis une immatriculation frauduleuse, selon le directeur général des douanes, M. Pierre Da Alphonse. Alors, Assalé Timoko, est-ce que les usagers peuvent se dédouaner aujourd'hui de ne pas avoir une responsabilité dans cette fraude massive des véhicules sortis sans frais de dédouanement? Est-ce qu'ils ne sont pas quelque part coupables? Oui, nous avons posé la question de savoir si les personnes concernées dans les voitures en question étaient des victimes ou des complices de cette fraude-là. On a posé la question. Alors, il y a une chose à laquelle je voulais revenir, c'est que la douane dit qu'elle a fait une enquête. Effectivement, elle a fait une enquête, mais c'est ce qu'on appelle une enquête administrative. Tout à fait. Elle n'est pas destinée au public. Donc, l'éléphant de Genève n'aurait pas révélé le scandale qu'aucun Ivoirien n'aurait jamais rien su. L'aurait su. Au regard des noms des personnes incriminées. C'est des autorités ministérielles. L'éléphant de Genève a donné des noms. Parce que vous avez une liste de plusieurs milliers de personnes. Ce n'est pas tous les noms qui nous intéressent. C'est des noms vraiment emblématiques qui nous intéressent dans une enquête. Donc c'est ces noms-là qu'on a révélés. Et aujourd'hui, j'ai la preuve que certaines personnes, après parution de notre enquête, sont parties payer et repayer encore. Et le ministre des Transports a eu à le dire lors de sa récente visite au guichet unique automobile. On suit la progression des paiements. On sait qu'il y a beaucoup qui sont allés payer leur argent. C'est comme une sorte de manne qui tombe du ciel. Hein. L'argent était complètement perdu pour l'État de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la pression que la presse, à travers notre journal, a mis sur les gens, personne ne veut voir son nom révélé dans cette enquête-là. Donc, tous ceux qui ont les voitures actives dans cette période-là ont fait des vérifications et se sont rendus compte qu'ils ont été souvent grugés par les transitaires. Parce qu'il n'y a pas de contact direct entre l'agent qui a sa voiture et les services des douanes. C'est toujours un transitaire qui est agréé, qui fait les démarches. Qui est l'intermédiaire. Il y en a que nous avons rencontrés, y compris des autorités, qui ont dit, nous on a payé. Voilà le chèque, j'ai payé 30 millions, 40 millions. Mais le transitaire est allé dealer, comme on dit, avec... les services de douane, les services du guichet unique automobile, et n'ont pas payé à l'État de Côte d'Ivoire ce que nous avons reversé. L'État, c'est vrai, a le droit de dire, nous, on n'est pas parti à votre transaction. Nous, on a la preuve que vos frais que vous auriez payés ne sont pas arrivés ici, venez repayer. Donc, on va le repayer. Donc, il y a des gens qui ont été effectivement victimes des transitaires. C'est clair, c'est net. Mais pas tous. Mais pas tous. Il y en a qui sont, de façon consciente, impliqués jusqu'au cou dans la fraude. Puisqu'on a été les interroger. Et surtout quand il y a leur parcours, on sait qu'à ce niveau, depuis 2 ans, 3 ans, ils ont été déjà épinglés par les services de guichet unique. Mais comment un usager qui n'est pas censé être sur la plateforme, qui est censé avoir pour intermédiaire un transitaire, peut être impliqué, voilà, il faut nous expliquer le processus. Parce que quand la voiture arrive, il y a ce qu'on appelle, une société qu'on appelle Web Fontaine, qui tire un document, qui donne la valeur réelle d'achat de la voiture. Et une voiture neuve, la taxe douanière est de 48% de la valeur d'achat. Donc si vous avez une voiture de 50 millions, c'est à peu près 20 millions que vous devez payer comme dédouanement. C'est déjà trop. C'est trop élevé. On a l'impression que tout est fait pour que les gens soient obligés de frauder. Donc vous avez une voiture de 50 millions que vous envoyez, on dit les frais font 20 millions. Le transitaire vient à le document de Web Fontaine pour dire vous devez payer 20 millions. Ça, c'est pas la voie normale. En même temps, il peut dire à l'usager, c'est vrai, 20 millions c'est normal, mais il y a un circuit où avec 5 millions on peut gérer. Il y a des usagers qui, en connaissance de cause, n'ont payé que 5 millions alors qu'ils devaient payer 20 millions. Voilà comment les choses se font. Et il y a le cas même de la voiture du ministre de la Justice. C'est là même qui est intéressant dans l'affaire. Parce que le véhicule que le ministre de la Justice a acquis, dont je ne donne pas la marque ici, ça aussi entre 70 et 80 millions achats. Donc en principe, c'est entre 22 et 25 millions qu'il devait payer. Mais quand son dossier arrive à Côte d'Ivoire Logistique, il y a une exonération qui est dans le dossier qui fait qu'il ne devait rien payer. Le dossier était irrégulier. Il est rejeté par Côte d'Ivoire. Est-ce que cette exonération est normale? Elle n'est pas normale parce qu'elle porte le nom de quelqu'un qui n'est pas le ministre. Première anomalie. Okay. Le dossier est rejeté. Quand ça revient encore, l'exonération a disparu. Et là maintenant, au lieu de 25 millions, 22 millions, on dit non, il doit payer 7 millions.
là encore, ça ne correspond pas à la valeur achat. Tout à fait. Le dossier est encore rejeté. Et puis finalement, c'est géré à un niveau où l'éléphant a expliqué dans l'enquête. Et donc, certains usagers, en connaissance de cause, savaient très bien que les montants qu'ils ont payés ne correspondent pas aux valeurs d'achat de leur voiture. Et donc, leur voiture n'a pas été dédouanée de façon régulière. Dans le cas du ministre de la Justice, il a été informé par les services de contrôle logistique de ce que sa voiture était impliquée dans un processus irrégulier. Jamais il n'a réagi. Jamais il n'a réagi. Après, les choses sont passées au niveau de la douane. Donc, il y a des usagers qui ont été effectivement conscients de ce que leur véhicule n'était pas dédouané. Quand vous prenez un monsieur comme le révérend ou bien l'archevêque, le bishop Guy Vincent Kodia, l'éléphant de Cheney l'a approché pour dire vous avez près d'une vingtaine de véhicules d'une valeur extraordinaire. Et on a tout vérifié, ces véhicules n'ont pas été dédouanés. Est-ce que vous avez été abusé par les services des transitaires ou bien vous êtes au courant que vos véhicules n'ont pas été dédouanés? Jamais il ne nous a répondu, après un mois. Et puis l'enquête est parue. Et quand on sait que quelques années plus tôt, le même individu était impliqué dans le même comportement. Donc, vous voyez, c'est pas tout le monde qui a été victime. Certains en avaient fait un commerce et qui leur profitaient. Parce que le drame, c'est qu'ils ne payent pas les frais de dédouanement. Mais quand ils revendent la voiture, c'est avec les frais qu'ils n'ont pas payés qu'ils font le prix. C'est bien ça, malheureusement. Voilà. Alors, M. Komoé, comment on fait le tri entre le vrai et l'ivraie? Non, mais dans un tel contexte, l'État doit prendre des mesures. Et nous les avons proposées au cours de ce point de presse que nous avions animé. D'abord, sur soir, à l'initiative de la Direction générale des douanes, de traquer au 1er juillet 2018 l'ensemble des véhicules sur le territoire national qui n'ont pas été dédouanés dans les règles de l'art. Nous avons donc, en lieu et place, fait une proposition à l'État de réunir les acteurs, tous les acteurs du système, pour que, naturellement, des propositions soient faites aux fins... Parce que si les propositions sont faites avec tous les acteurs, ben, ces propositions seront donc des propositions qui bénéficieront d'un consensus. Consensus de tous, au point que sa mise en œuvre, son application, sera plus aisée et plus acceptée par tous. Mais dans le cas d'espèce, une partie qui naturellement a été impliquée dans la fraude, qui n'est autre que les services de douane, voulant se dédouaner, décident d'aller traquer une autre partie avec laquelle elles ont contracté. Ils ont contracté, parlant des services, ils ont contracté un certain nombre de deals. Parce que si les usagers viennent faire des propositions aux agents des services de douane sur la plateforme qui les refusait, on n'en serait pas là. Si les services des douanes, les agents des services de douane, conscients de leur responsabilité sur la plateforme, suite à la note de service qui les a désignés à aller opérer sur la plateforme, se gardaient de jouer au jeu de la corruption, d'accéder au jeu de la corruption, on n'en serait pas là. Mais comment dans un tel contexte où nous deux nous sommes fautifs, tu décides toi de venir me traquer? Pourtant, tu es un bandit de grand chemin comme moi. J'ai été malhonnête. Tu l'as été également. Alors, comment toi, tu peux venir me traquer? Ah, donc vous reconnaissez, comment on appelle ça, la part des usagers. Mais nous reconnaissons bel et bien. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de lancer un appel aux usagers qui ne sont pas en règle, de se mettre en règle vis-à-vis de la fraude? En tant qu'usager, j'arrive sur une plateforme après qu'un de mes véhicules soit arrivé à nos ports. On me dit... Ben, écoutez, monsieur, pour votre véhicule, voilà la valeur de dédouanement que vous devrez payer. Mes chers amis, c'est moi le premier responsable des douanes sur cette plateforme. Au lieu de payer 5 millions ou 40 millions, ben, donnez-moi 2 millions. Et vous aurez tous les documents, vous aurez votre plaque et on gère tout ça. Et vous me sortez un document administratif correct. J'arrive chez vos collègues du commerce, du transport et de tout le reste jusqu'à ce que j'obtienne ma plaque et ma carte grise. C'est une carte grise officielle sortie des services de Kipus. Qui pourrait en douter? Mais je saute sur l'occasion. J'accepte cette proposition. Qui n'a pas envie de gagner? D'ailleurs, l'État lui-même achète des bus de la Sotra à moindre prix. Mais comme le disait M. Assalé, quand en tant qu'usager, tu sais que ta voiture qui doit être dédouanée, le dédouanement ne doit pas être en dessous, par exemple, de 10 millions ou de 20 millions. Et quand on te dit 5 millions, tu sais que forcément, il y a un problème. Mais la faute n'incombe pas à l'usager. L'usager, il est toujours partant pour justement tout ce qui lui est proposé. C'est à l'administration publique d'être ferme.
l'administration publique sur la plateforme a un rôle prépondérant, un rôle de gendarme de l'économie nationale. Donc tout ce qui touche à la corruption devrait être tout de suite et systématiquement rejeté. Si cela n'est pas encore compris, on n'est pas sorti de l'auberge. Et alors, quels que soient les systèmes mis en place sur la plateforme demain ou après-demain, nous revivrons toujours avec des agents inconscients, des agents irresponsables, les mêmes effets. Et M. Assalé Timoko et son journal continueront de dénoncer. Mais il faut mettre un terme à la dénonciation. C'est pour ça que nous proposons que l'on s'asseye et que l'on discute. Parce que quand vous avez volé au même titre que moi, vous ne pouvez pas me traquer. C'est cela la préoccupation. Monsieur le procureur de la République joue son rôle, interpellé par l'administration, par ses supérieurs. Lui, il se met en branle. Parce qu'il est là pour le compte de l'État. Il est donc là pour interpeller tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, y compris Marius Komoué. Mais moi, je ne suis pas acteur du système. Je n'ai pas été sur la plateforme. Je vous informe que j'ai moi-même mon véhicule qui n'a pas été encore totalement... J'ai payé tous les frais de douane jusqu'à ce que le système soit bloqué. Au moment où on demande qu'on revienne pour continuer, je n'ai pas d'argent. Parce que nous, on ne vole pas. Nous, on ne connaît pas la corruption. Alors... Nous, on vit de nos maigres moyens et on ne peut pas accepter qu'au moment où nous décarcassons pour nous acquitter des frais à nous imposer par l'État, d'autres citoyens passent outre mesure pour se faire délivrer d'autres véhicules. Donc la faute ne revient pas forcément aux usagers, la faute d'abord revient au service de l'État qui devrait être les premiers à dire on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour la corruption, on est là pour que vous dédouanez convenablement vos véhicules. De sorte que la promesse à nous faire par nos décideurs d'assurer notre bien-être quotidien soit une réalité. La politique de développement, c'est avec quels moyens on la met en œuvre? C'est avec les ressources de l'État. Mais les ressources de l'État proviennent de quoi? Des taxes et des impôts. Mais si des agents qui ont en charge de recouvrer ces taxes et ces impôts préfèrent s'adonner à la corruption, la faute n'est pas forcément à l'usager. La faute revient d'abord à l'administration publique qui est extrêmement corrompue et dont il faut extirper en son sein tous ces corrupteurs et les jeter tout simplement en prison. Message bien clair en tout cas pour l'administration publique. Alors, Assalé Timoko, les téléspectateurs m'en voudront si je ne vous pose pas une question qui se pose tous aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Avant de répondre... Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Parce qu'en préparant cette émission, nous devrions recevoir aussi un autre invité avec nous qui a été intimidé, qui a reçu des menaces. Ah, il préfère ne pas venir. Est-ce que vous, à votre tour, après tout ce scandale, après cette bombe que vous avez mis sur la Côte d'Ivoire, après avoir secoué l'administration publique et parapublique, est-ce que vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Il a déjà séjourné à la Maca, il va avoir peur de quoi encore? Je vais répondre à la question, mais je voulais juste ajouter un peu à ce que M. Komo vient de dire. Souvent, je pose la question de savoir mais dans quel type de société nous voulons vivre. Quel est le modèle de société que nous voulons construire pour laisser un héritage à nos enfants qui sont à bas âge. Vous avez, on a en face d'un scandale qui implique tous les services publics. On doit situer les responsabilités. Vous avez l'impression qu'on cherche à banaliser le problème. Voilà. Quelqu'un me demandait mais pourquoi les députés ne réagissent pas. Il dit mais ils ne peuvent pas réagir parce que les députés eux-mêmes sont incriminés. Ils sont impliqués dans la... Leur exonération ont servi... Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment les députés peuvent être oui, mais ils n'ont pas de dans la dernière parution de l'éléphant généré sur cette enquête, avant qu'on ne stoppe pour passer à autre chose, pour pouvoir y revenir plus tard, on a parlé des députés. Et certains députés. Comment ils sont impliqués dans le scandale? Un député qui est élu, qui a un mandat de 5 ans, a droit à ce qu'on appelle une exonération. Tout à fait. Qui lui permet d'acheter une voiture d'une certaine puissance, mais sur le mandat de 5 ans, pas 2 fois. Donc, généralement, quand ils commandent une voiture, ils donnent ça et puis ils ne payent pas de frais de douane. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pour la plupart, à 90%, les députés sont impliqués dans ça. Ils prennent un gros importateur de véhicules, tu commandes des voitures qui coûtent extrêmement cher, 100 millions, 200 millions, et tu dois payer entre 50 et 70 millions de taxes à l'État de Côte d'Ivoire. Le député fait quoi? Il prend son exonération, il va donner un transitaire. Tu lui reverses 10 millions. Aussi simple que cela. Par voiture? Par voiture. Non, c'est une seule voiture. Tu dois lui donner une seule voiture. Okay. Normalement, il lui remet 10 millions. Et donc, son exo sert à l'importateur à faire rentrer la voiture en Côte d'Ivoire sans payer les 70 millions qu'il doit payer à l'État de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est une perte de beaucoup d'argent. Quand vous appliquez ça sur 10 députés, 20 députés, 100 députés, 200 députés, c'est des milliards. Tout à fait. Et même les responsables de l'administration publique ne sont pas en reste. Voilà. Ouais. Tout le monde est dans le système. Les diplomates, tout le monde est dans la fraude. Vous comprenez? C'est la première chose. Deuxième chose,
Un tel scandale, on devrait pouvoir convoquer le ministre des Transports, le DG des Douanes, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances, devant les Ivoiriens. Y compris le directeur général de Kipus. Voilà, toutes les entreprises qui étaient là-bas devraient passer en audition au Parlement. Comme quand il y a eu le scandale en France avec Cahuzac. Oui. Pour que les Ivoiriens sachent qui a fait quoi. Voilà ce que on nous a confié demandons. une mission très sérieuse. Voilà ce que nous demandons. C'est de sécuriser les recettes de l'État. Et on découvre qu'un journal révèle que vous êtes tous incriminés. Alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Mais les députés eux-mêmes n'ont pas les leviers, puisque eux-mêmes se mettraient en porte-à-faux avec la réalité, puisqu'ils sont impliqués jusqu'au cou. On a mis le cas d'un député qui a avoué les faits. Qui nous a dit, à mes collaborateurs, qui ont l'interroger chez lui à la maison, non, chers amis, écoutez, j'étais malade, j'avais besoin d'argent, ainsi de suite. Alors que lui-même était un ancien patron de la douane, le député en question. Vous voyez à quel niveau de bassesse, d'immoralité ce pays se retrouve aujourd'hui. Les députés qui font les lois participent à torpiller toutes les lois qu'eux-mêmes ils votent. C'est ce que je voulais préciser. Donc une telle enquête qui implique autant de personnes, évidemment, ça crée un environnement de danger permanent pour ceux qui font cette enquête-là. Donc l'éléphant déchaîné et ses travailleurs, et ses journalistes. Effectivement, dans cette affaire, c'est que beaucoup ont fui le pays, les transitaires ont fui le pays, des personnes impliquées jusqu'au cou ont fui le pays. Ah oui, ont fui le pays, certains ont reçu des menaces, ils ont quitté le pays. Beaucoup de véhicules sont sortis même d'ailleurs. Beaucoup de véhicules ont réussi à quitter les frontières. Quand il y a eu le communiqué de la douane, j'ai rigolé, parce que nous on sait que depuis le 25 avril, les véhicules sont tous partis hors du pays. C'est clair, de grosses cylindrées. Voilà. Et donc, quand vous dites, est-ce qu'on vous n'est pas menacé? Mais on est menacé. On est menacé, on reçoit des menaces. Mais comment vous faites pour vivre? Comment vous faites pour résister? Non, si vous êtes aujourd'hui sur le plateau, on ne peut pas. Si vous faites un peu le tout, parce que faut dire qu'à partir de l'éclatement de l'affaire par l'éléphant déchaîné, c'est pas la première affaire, mais celle-là, elle est vraiment particulière. Vous êtes beaucoup sollicité sur les différents plateaux, que ce soit en Côte d'Ivoire et un peu. Oui, bien sûr. Comment vous faites pour vous déplacer ici? Oui, mais on fait c'est notre boulot, c'est notre métier. On a une seule conviction. C'est qu'on est convaincu que ce que nous sommes en train de faire, à terme, va porter ses fruits. Que même si la justice n'est pas extrêmement indépendante et qu'elle ne peut pas faire son travail correctement, mais s'il y a des médias qui font leur travail correctement, qui ne se laissent pas manipuler, qui ne se laissent pas corrompre, et qui révèlent les scandales tels que celui qu'on vient de révéler, on pense que de plus en plus, ça va faire tiquer les gens. Ils vont se dire, attention, même si on ne nous poursuit pas au niveau de la justice, mais la dénonciation dans une presse, ça crée un environnement d'insécurité, même pour les voleurs eux-mêmes, les fraudeurs eux-mêmes, pour toujours. Et donc ça peut aider le pays. Aujourd'hui, la preuve, les gens sont en train de payer. Ils vont à la douane pour payer 22 millions, 30 millions, 40 millions. C'est chaque jour que les gens payent. Monsieur Assalé, nous, on veut savoir comment est matérialisée la menace. Les Ivoiriens veulent le savoir. Je vais vous répondre. Ils s'inquiètent pour votre sécurité. Mais je ne vais pas donner des détails. Oui. Non, du tout. Vous comprenez? Je ne vais pas donner de détails, c'est les choses qu'on a vécues. Moi-même, qui vous parle, j'ai fait la prison. J'ai passé 12 mois à la Maca. Donc, quand vous avez vécu dans un environnement d'insécurité pendant un an, je vous rappelle qu'en 2008, quand j'étais en prison, on était 6800 prisonniers à la Maca pour 1300 places. Donc, imaginez la promiscuité dans laquelle les gens vivaient là-bas. Donc, quand vous avez vécu dans un tel environnement et que vous voulez faire un travail pour dénoncer, il y a plus de choses qui peuvent vous effrayer. Donc, les menaces, effectivement, elles arrivent, c'est des emails, c'est des SMS. C'est des pressions psychologiques absolument insupportables. Mais vous vous dites, tant qu'on dira la vérité, tant qu'on ne mentira pas, tant qu'on ne dira pas les choses qu'on ne peut pas prouver, on sera difficilement accessible. On ne pourra pas faire grand-chose. La preuve, depuis que l'enquête est sortie, tous ceux qu'on a interpellés, dont on a livré le nom, n'ont même pas pu faire un droit de réponse. Parce qu'ils savent très bien que nous avons les documents. Nous avons les preuves de ce que nous avons affirmé. Donc, les menaces, c'est au quotidien, c'est des voitures qui gardent devant ma maison, qui font pratiquement toute la nuit. Vite fumées, ils sont garés là, vous êtes en haut, vous voyez qu'ils sont en bas là. Voilà. C'est des choses qu'on vit tous les jours. Mais bon, on vit avec ça. Il n'y a pas de souci. On fait notre boulot. Chacun fait son boulot, quoi. Voilà. Je veux aussi dire que vous êtes certainement... Ça peut produire aussi l'effet contraire. Vous pouvez être en sécurité puisque les Ivoiriens suivent de près encore M. Assalé Stimoko, sa sécurité. Ils sont vraiment vigilants là-dessus. Si ça les inquiète, ça veut dire qu'ils sont beaucoup vigilants là-dessus. C'est important. Ok, d'accord. Alors, comme le disait le ministre des Transports lors de sa visite au guichet unique automobile, il y a bel et
bien eu fraude au guichet unique automobile. Nous le reconnaissons et des personnes et personnalités, comme vous le disiez tout à l'heure, ont commencé à rembourser ce qu'ils doivent à l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, nous passons aux solutions. Nous ne voulons pas rester comme ça. Il faut mettre des choses en place, il faut mettre des mesures en place pour ne pas que la récidive se reproduise. Alors aujourd'hui, quelles sont vos solutions? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, les solutions sont multiples. Dans un tel contexte, l'opérateur qui a proposé justement à l'État de Côte d'Ivoire la mise en place d'une telle plateforme qui regrouperait justement tous les services de l'administration publique, y compris ceux du secteur privé qui devraient en principe opérer sur cette plateforme, a fait un travail important. Il faut l'avouer, parce que ça nous a permis de régler un problème, un grand problème lié justement à un vaste réseau d'escroquerie, de corruption qui avait cours par le passé. Bon, nous savons que des scandales du genre avaient été révélés par le passé, jusqu'à ce que l'éléphant déchaîné, depuis que Côte d'Ivoire Logistique a le marché, ait révélé justement cet autre scandale. Alors, dans un tel contexte, l'idéal aurait bien voulu de faire asseoir, comme il a dit tantôt, tous les acteurs, ministère du Commerce, des services de douane, ministère des Transports, Économie et Finances, y compris les acteurs du secteur privé, QPUS et autres, pour échanger sur de nouvelles bases et mettre en place un nouveau système. C'est vrai, il faut aujourd'hui simplement... Le seul problème qu'on a, ce n'est pas le système qui est un problème, c'est les hommes qui animent le système qui constituent un problème. Les services de douane qui acceptent de prendre de l'argent en lieu et place de faire le travail d'intérêt général, les services du commerce qui font pareil, etc. Donc, c'est les acteurs. Comment avoir des acteurs sur la plateforme dépourvus d'idées de corruption, qui sont soucieux et responsables de leur présence sur le lieu de travail, sur cette plateforme. C'est ça la vraie question. Et cela ne peut pas se faire comme ça sur un plateau de télé. C'est des débats qui doivent s'ouvrir entre les acteurs, mais surtout faire table rase du passé et construire un nouveau système. On ne fait pas table rase comme ça, hein, sans pour autant chercher à punir les acteurs aujourd'hui qui ont été incriminés et qui sont les véritables acteurs de ce vaste réseau d'escroquerie, que dis-je? Non, pas d'escroquerie, mais de corruption, de fraude révélée. Donc, il faut justement punir, mais en même temps qu'on punit, il faut penser à améliorer le système en faisant en sorte qu'il soit débarrassé de tous ces gens qui n'ont véritablement rien à y faire, ou même quand on aura désigné désormais des gens pour aller justement travailler pour le compte de telle entité administrative sur la plateforme, que ces derniers aient une conscience professionnelle nulle autre pareille. Et qu'il soit même proposé à ces derniers des bonus, par exemple, d'encouragement au niveau du travail, comme on le fait, c'est vrai, avec les douanes, on le fait avec certains services qui opèrent sur la plateforme, mais est-ce que peut-être que ces services, voyant ce qu'ils font entrer, ces acteurs voyant ce qu'ils font entrer dans les caisses de l'État, auraient bien voulu souhaiter en avoir un peu plus. Et donc, c'est tout ça qu'il faut voir, mais cela doit être bien pensé, bien conçu, avec l'acteur lui-même principal, qui est Côte d'Ivoire Logistique, qui a conçu son système, qui pourrait naturellement nous faire de nouvelles propositions à la matière. En lieu et place de cela, si on nous annonce d'autres mesures, comme par exemple l'interdiction de l'importation des véhicules de moins de 5 ans et de plus de 5 ans, cela vient encore aggraver la situation. D'accord, on va y revenir, M. Komoé. Alors, Assalé, rapidement, sur la question, je vais vous dire, nous on n'est pas là. Ce n'est pas notre rôle en tant que journaliste de faire des propositions au gouvernement. Ce n'est pas mon travail, ça. Mon travail consiste à enquêter et à révéler à l'autorité ce qui ne va pas. C'est à elle de prendre ses dispositions. On n'est pas des policiers, on n'est pas des magistrats. On n'est même pas ministre, ce n'est pas notre rôle ça. Nous, notre rôle consiste à lever le lièvre, c'est la société civile, c'est l'autorité de l'attraper. Voilà. Le reste, ça ne nous intéresse pas du tout. Vous êtes aussi un citoyen. Oui. Vous êtes aussi un citoyen. Oui. Vous avez voulu siéger à l'Assemblée nationale et tout le mal que nous, on vous souhaite, c'est de siéger à l'Assemblée nationale. Et vous allez porter la voix du peuple. Donc, il faut faire des propositions. C'est vrai, je suis d'accord avec vous parce que je suis journaliste comme vous. Mais voilà, il faut faire des propositions, oui. Je ne suis pas au Parlement. Je ne ferai pas le travail des députés à leur place. Ils sont payés pour ça. Donc, on suppose que ça, ce sont vos propositions. Voilà. Notre proposition, c'est de révéler qui vole. Voilà. De dire qui vole. Et il a raison. Voilà.
Et tu voles, quand on a dit tu voles, ça veut d'aller l'attraper et de lui demander où il a mis l'argent. Pour le reste, ça c'est leur affaire. Nous, on n'est pas là pour faire des propositions au gouvernement. Et ils révèlent, la société civile s'en saisit et met la pression et l'État doit pouvoir prendre des mesures. On doit dire tu voles pas. Et puis bon, nos décideurs doivent pouvoir prendre des mesures. Alors, on tend vers la fin de l'émission. Rapidement, un dernier mot. Parce que le dernier mot... traqué à partir du 1er juillet. Ah non, nous ne serons pas traqués. D'ici là, nous allons échanger. Et nous continuerons les débats, nous continuerons à discuter. C'est même pareil pour, comme je le disais tantôt, la mesure tendant justement, la loi tendant justement à l'interdiction de l'importation de véhicules de plus de 5 ans. C'est encore inconcevable que dans un pays qui ne produit pas de véhicules, nous-mêmes, Côte d'Ivoire, on ne produit pas de véhicules. De deux, nous ne sommes même pas cités dans les États à travers le monde qui sont les plus grands pollueurs. C'est la Chine, c'est le Japon, c'est les États-Unis, c'est les 8 puissances. Je pense qu'on aura l'occasion de vous faire revenir sur le plateau. On dit, bon, vous ne pouvez pas importer. Or, dans nos pays, là, c'est révélé, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, monsieur le président de la République, grand économiste mondial, qui l'a dit à travers le FMI et la Banque mondiale. Nous sommes un pays pauvre, très endetté, avec des populations qui vivent sous le seuil de la pauvreté, donc avec moins de 500 francs par jour. À partir de ce moment, un individu ivoirien, qu'il soit fonctionnaire ou agent du secteur privé, qui n'a même pas les ressources financières nécessaires pour pouvoir s'acquérir un véhicule de type neuf, de moins de 5 ans donc, on lui demande de ne plus importer des véhicules. Et pourtant, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est pas les problèmes liés à la pollution. Même quand on parle des problèmes liés à la pollution, donc des problèmes liés au gaz à effet de serre, il faut dire tout simplement que ceux qui polluent le plus, c'est les bus de la Sotra. Mieux, si on veut parler des gaz à effet de serre, mais nous avons le centre anti-pollution, le CIAPOL, qui est bien là, à qui on peut donner des moyens nécessaires pour traquer tous ces véhicules, back-up, taxi ou bus, même les autobus de la Sotra, par rapport justement à la pollution de l'air. Nous allons y revenir, monsieur Komoé. Moi, comme moi, je ne peux pas m'acheter un véhicule de type neuf comme pourrait le faire quelqu'un qui vit et dont les ressources financières viennent de ma poche, de mes impôts et de mes taxes. Nous allons y revenir et vous aurez l'occasion d'en parler assez. Alors, Assalé Teboko, votre dernier mot rapidement. Je voulais juste vous montrer un truc. En janvier, l'éléphant Chanel a révélé que sur 600 000 voitures qui ont roulé en Côte d'Ivoire, Abidjan, uniquement Abidjan, 622 000 voitures qui ont roulé à Abidjan en 2017, seulement 182 000 avaient une visite technique. Bon, un exemple. Vous avez presque 400 et quelques mille voitures qui se situent à Abidjan qui n'ont pas de visite technique. Bon. La perte pour l'État est de 22 milliards minimum. Alors, comment 400 000 voitures peuvent rouler à Abidjan sans qu'il y ait une visite technique? Qui doit traquer ces voitures-là pour qu'ils aient la visite? C'est nos policiers sur les routes. Là. Ben, s'ils préfèrent prendre 2000 francs. Voilà les réalités dans lesquelles nous vivons. Alors, on dit non, les voitures sont en mauvais état, donc il faut interdire. Donc, vous dites, on finit cette émission sur quelle base? On dit, je le répète, quel est le modèle de société dans lequel nous voulons vivre? Une société de désordre, une société débarrassée de toutes les choses qui font qu'on n'avance pas. Tout simplement. Vous vous rendez compte? Pour apporter de l'eau à Boaké, tu souffrais de l'eau, tu souffrais de soif. Il a fallu un appui de la Banque mondiale à hauteur de 5 milliards. Mais en février, l'éléphant Chanel a révélé qu'aux impôts, des agents avaient pompé 400 milliards. C'est juste 5 milliards pour donner de l'eau à des populations et d'autres pompent 400 milliards. Monsieur Assalé, il a les jamais démenti. Ça n'a jamais été démenti. C'est acté par tout le monde. Ça a été détourné. On a même donné des exemples précis. Tout le monde le sait. Voilà un pays qui est endetté, qui, pour la moindre activité, est obligé de se tourner vers l'extérieur et dans lequel d'énormes ressources coulent, non pas dans les caisses de l'État, mais dans les poches d'individus qu'il faut simplement sanctionner pour que les choses se mettent en état. Donc, nous sommes des journalistes, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des magistrats, on n'est pas des policiers, on n'est pas là pour traquer les gens jusqu'à la prison. Non, non, non. Nous, on est là pour mettre dans les mains de l'État une information vérifiée, recoupée, documentée, qui permette aux décideurs de prendre leurs responsabilités. À votre avis, comment pensez-vous qu'un agent de douane... un journal révèle qu'une autorité ministérielle roule dans une voiture qui n'est pas dédouanée, la sanction, c'est la démission. Tout simplement. Systématique.
Ok. Et ça envoie l'exemple aux autres. Mieux, Mais vous avez même des agents de douane, Voilà. il a à peine 2 V, il a un immeuble de R Voilà. plus 4. C'est bien noté, en tout cas. C'est bien noté. Merci, messieurs, de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau. Nous étions en compagnie de monsieur Marius Komoé. Il est président de l'Observatoire national des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, et de Assalé Tiemoko, journaliste, directeur général du journal L'éléphant déchaîné. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à l'équipe de réalisation. Nous parlions aujourd'hui du scandale de fraude de véhicules au guichet unique automobile. À bientôt pour une nouvelle émission de Ça fait débat.